Tu n'as pas besoin d'un bureau à domicile, a dit mon père au dîner. Ta sœur en a plus besoin. J'ai hoché la tête, fait mes bagages pendant la nuit, et je suis parti sans un mot. Peu de temps après, mon téléphone a commencé à sonner. Puis il n'a plus arrêté. Je m'appelle Lucie Mercier. J'ai 34 ans. Et la nuit où j'ai entassé tout ce que je possédais à l'arrière d'une camionnette de location. Il pleuvait si fort que les lampadaires ressemblaient à des pièces d'or floues pressées contre un ciel noir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas laissé de mots sur le comptoir de la cuisine ni envoyé de messages textes dramatiques au groupe de discussion familiale. Je suis simplement parti tranquillement et complètement, comme un fantôme s'échappant d'une maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne à hanter. C'était le soir du 14 mars 2025, un vendredi. Et le samedi matin, j'étais à 340 km de là, dans un appartement d'une chambre à Beauregard, en Bretagne, assise sur un matelas nu à même le sol, buvant un café noir dans un gobelet en carton, regardant le soleil se lever à travers des fenêtres sans rideaux. Mon téléphone avait déjà commencé à sonner. Je l'ai posé face contre terre sur le tapis et l'ai laissé vibrer contre le sol comme un petit animal en colère. Je n'étais pas prête à parler. Je n'étais pas sûre de l'être un jour. Mais pour comprendre pourquoi je suis partie, il faut comprendre la maison que j'ai quittée, la famille qui y vivait et la lente et insidieuse manière dont ils m'ont appris que mon travail, mon espace et toute ma vie importaient moins que le confort de ma jeune sœur, Margot. J'ai grandi à Valvert, en Normandie. C'est une de ces petites villes où tout le monde connaît votre nom de famille avant même que vous ne vous présentiez. La maison de mes parents était située au bout d'une longue allée de gravier, au bord de la D12, une grande coloniale blanche avec des volets verts et une véranda qui craquait sous le vent d'été. Mon père, Thierry Mercier, était un professeur d'histoire au lycée à la retraite qui passait ses journées à lire des biographies de Napoléon Bonaparte et à écouter la radio dans le salon. Ma mère, Corinne, avait été hygiéniste dentaire pendant près de 30 ans avant de prendre sa retraite. Ce n'étaient pas des gens riches, mais ils vivaient confortablement. Ils avaient remboursé leur prêt immobilier en 2014. Ils avaient des économies modestes et 2 filles, moi et Margot, nées à 4 ans d'intervalle, élevées sous le même toit, nourries à la même table, mais traitées, j'allais le découvrir, de 2 manières très différentes. Margot était la Benjamine. Elle avait 30 ans en mars 2025, mais aux yeux de mes parents, elle serait toujours le bébé. Elle avait de grands yeux noisettes et des cheveux au burn, et une manière d'incliner la tête en parlant qui donnait envie aux gens de résoudre ses problèmes pour elle. Elle avait étudié la communication dans une petite université d'arts libéraux en Auvergne, obtenu un diplôme avec une moyenne modeste et passé les années suivantes à errer entre les emplois. Les appartements et les relations courtes qui se terminaient toujours par un retour à la maison pour quelques mois pour se ressaisir, comme ma mère aimait à le dire. Chaque fois que Margot rentrait à la maison changeait. Les meubles se réorganisaient autour d'elle. Ma mère remplissait le réfrigérateur de lait d'avoine et de yaourt haut de gamme que Margot aimait. Mon père débarrassait la chambre d'amis et installait la petite télévision avec l'application de streaming qu'elle préférait. C'était comme si la maison inspirait et lui faisait de la place à chaque fois, sans poser de questions. J'étais différente. J'avais toujours été différente. Après le lycée, je suis allée à l'université publique grâce à une bourse partielle, j'ai étudié la comptabilité, j'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion et j'ai passé les 12 années suivantes à bâtir une carrière dont j'étais sincèrement fière. À 32 ans, j'étais analyste financier senior dans un cabinet de conseil de taille moyenne appelé Dubois et Associés, basé à Lille. Le salaire était solide, près de 90 000 € par an, et le travail était exigeant mais gratifiant. J'étais douée avec les chiffres. J'étais douée avec la structure. J'étais douée pour le travail silencieux et invisible qui fait que les choses fonctionnent, ce qui, avec le recul, était probablement la même compétence qui m'a rendue invisible dans ma propre famille pendant si longtemps. Voici la partie importante. En janvier 2024, j'ai pris une décision qui semblait pratique à l'époque, mais qui allait finalement me coûter tout ce que j'avais construit dans cette maison. Dubois et Associés est passé à un modèle hybride, et mon responsable m'a dit que je pouvais travailler entièrement à distance si je le souhaitais. J'étais ravie. Mon bail d'appartement à Lille arrivait à expiration.
Le loyer avait augmenté de près de 400 € par mois, et mes parents avaient récemment commencé à mentionner, d'abord avec désinvolture, puis plus directement, qu'ils adoreraient m'avoir plus près. Ma mère disait que la maison semblait trop grande avec juste deux. Mon père disait que l'allée devait être déblayée en hiver et qu'il en avait marre de payer le gamin du voisin 20 € à chaque fois qu'il neigeait. Alors, je suis rentrée à la maison non pas parce que je ne pouvais pas me permettre de vivre seule. Je le pouvais. J'avais plus de 40 000 € d'économie et aucune dette. Je suis rentrée parce que je pensais que ce serait bon pour nous tous. Je pensais que ce serait une chance d'être proche de mes parents d'une manière que je n'avais pas connue depuis mon adolescence. Je pensais, peut-être follement, que ce serait comme une famille. La première chose que j'ai faite en emménageant a été d'installer mon bureau à domicile. La maison avait 5 pièces à l'étage, la chambre parentale de mes parents, mon ancienne chambre, la chambre d'amis qui servait aussi de chambre à Margot chaque fois qu'elle revenait. Une petite pièce de couture que ma mère n'utilisait jamais, et au bout du couloir, une grande pièce d'angle avec 2 fenêtres orientées été sud. Cette pièce d'angle avait servi d'espace de rangement pendant des années, remplie de cartons de vieux manuels, de décorations de Noël et d'un vélo elliptique cassé que personne n'avait touché depuis 2017. J'ai demandé à mes parents si je pouvais la convertir en bureau à domicile. Ils ont immédiatement dit oui. Mon père m'a même aidé à transporter les cartons au sous-sol. J'ai dépensé près de 6 000 € de ma propre poche au cours des 2 mois suivants pour transformer cette pièce en un véritable espace de travail. J'ai acheté un grand bureau en chêne, une chaise ergonomique de haute qualité, un deuxième moniteur, une lampe annulaire pour les appels vidéo, une étagère, des classeurs et un tapis qui harmonisaient l'ensemble. J'ai fait venir un électricien pour installer des prises supplémentaires, car l'ancien câblage ne pouvait pas supporter mon installation. J'ai payé pour que l'Internet au débit soit amélioré pour toute la maison, ce dont mes parents ont autant bénéficié que moi. J'ai peint les murs d'un gris doux et chaud. J'ai accroché mon diplôme encadré et mes certifications professionnelles au mur derrière mon bureau afin qu'ils soient visibles lors des réunions vidéo. Cette pièce est devenue plus qu'un simple espace de travail. Elle est devenue le centre de ma vie professionnelle. J'y prenais des appels avec des clients. J'y préparais des rapports trimestriels. J'y passais des journées de 12, et parfois 14 heures, pendant les périodes de forte activité. Chaque euro que je gagnais passait par la porte de cette pièce, et je l'avais construite à partir de rien, de mes propres mains et avec mon propre argent. Pendant près d'1 an, tout s'est bien passé. Je payais à mes parents 800 € par mois de loyer, ce qu'ils ont d'abord essayé de refuser, mais j'ai insisté. J'achetais les courses. Je préparais le dîner au moins 3 soirs par semaine. J'aidais mon père avec le jardinage et conduisais ma mère à ses rendez-vous chez l'ophtalmologiste à Rennes. J'étais une bonne fille. J'étais une fille présente. J'étais le genre de fille qui se montrait non pas avec des déclarations d'amour dramatiques, mais avec de la constance, de la fiabilité, avec le genre de soin silencieux qui ne fait pas de bruit, mais qui fait tourner la machinerie d'un foyer. Et pendant un moment, j'ai cru qu'il le voyait. J'ai cru qu'il l'appréciait. J'ai cru que peut-être, enfin, j'avais trouvé ma place dans cette famille, non pas comme la sœur aînée négligée, mais comme quelqu'un dont la contribution comptait vraiment. Puis Margot est rentrée à la maison. C'était en février 2025. Elle avait rompu avec son petit ami, un certain Arlo, qui vendait des meubles vintage en ligne, et elle avait quitté son emploi de coordinatrice marketing dans une petite cave viticole de la vallée de la Loire. Elle est arrivée un mardi soir avec 2 valises et un carton de plantes d'intérieur. Et ma mère a ouvert la porte d'entrée comme si elle avait attendu des heures derrière. La chambre d'amis était prête en moins d'1 heure. Le lait d'avoine est apparu dans le réfrigérateur le mercredi matin. Et juste comme ça, la maison a de nouveau inspiré, faisant de la place pour Margot, se réorganisant autour de sa gravité. Je me suis dit que ça irait. Margot et moi n'étions pas ennemis. Nous n'étions pas proches non plus, mais nous étions civils. C'était ma sœur. Elle traversait une période difficile. Je pouvais partager la maison avec elle. Je pouvais être généreuse. J'avais passé toute ma vie à être généreuse. Mais je ne savais pas encore quelle générosité on me demanderait cette fois-ci.
Je ne savais pas qu'en moins de 6 semaines, je serais dans la cuisine à écouter mon père prononcer des mots qui briseraient quelque chose en moi que je ne savais même pas pouvoir briser. Je ne savais pas que la pièce que j'avais construite, la carrière que j'avais protégée et la place que je pensais avoir gagnée dans cette famille me seraient tout enlevées en une seule phrase à table. Prononcée si désinvolture que cela aurait pu être un commentaire sur la météo. Les 2 premières semaines après l'emménagement de Margot se sont bien passées en surface. Elle restait principalement dans la chambre d'amis, dormait tard, passait ses après-midi sur le canapé à parcourir les offres d'emploi sur son téléphone et aidait occasionnellement ma mère à préparer le dîner. Nous échangions des mots polis dans le couloir. Elle m'a demandé une fois comment allait mon travail, j'ai répondu que ça allait bien, elle a hoché la tête, et c'en était tout. Nous étions 2 femmes qui partageaient un nom de famille et un toit, mais très peu d'autres choses. Ça ne me dérangeait pas. J'avais ma routine. Je me levais à 6 heures, faisais du café, m'asseyais à mon bureau à 6h30 et travaillais jusqu'à 17h ou 18h. Ma porte restait fermée pendant les heures de travail. J'avais une petite pancarte que j'avais fabriquée, un simple morceau de carton sur lequel était écrit « En réunion, ne pas déranger », que je scotchais à l'extérieur de ma porte lorsque j'étais en appel. C'était une limite, une petite, silencieuse et nécessaire limite. Et pendant un temps, tout le monde la respectait. Le changement a commencé la 3e semaine. Margot a commencé à parler de vouloir se réinventer. Elle a dit à ma mère un matin au petit déjeuner qu'elle était intéressée par le lancement d'une entreprise en ligne. Elle avait vu des vidéos de personnes vendant des bougies faites à la main et des parfums d'intérieur via les réseaux sociaux, et elle pensait pouvoir le faire. Ma mère a été immédiatement enthousiaste. Elle a frappé des mains et a dit que ça avait l'air merveilleux et a demandé à Margot ce dont elle aurait besoin pour commencer. Margot a dit qu'elle aurait besoin de fournitures, d'un espace de travail et d'un bon éclairage pour les photos de produits. Ma mère a hoché la tête lentement, et j'ai vu ses yeux dériver vers le plafond, vers le 1er étage, vers le couloir où se trouvait mon bureau au fond, baigné de la lumière du matin provenant de ces 2 grandes fenêtres. J'ai remarqué ce regard. Mais je me suis dit que j'imaginais des choses. Je me suis dit que personne n'oserait me demander de céder mon bureau pour une entreprise de bougies qui n'existait pas encore. J'avais tort. Cela a commencé par de petits commentaires. Ma mère a mentionné un soir que la chambre d'amis était si sombre et que Margot pourrait vraiment utiliser un espace plus lumineux. Mon père a dit quelque chose à propos du fait que la pièce d'angle avait la meilleure lumière naturelle de toute la maison. Margot elle-même ne m'a rien dit directement, mais je l'ai entendue au téléphone avec une amie dire qu'elle aurait aimé avoir une vraie pièce pour travailler, un endroit avec de l'espace pour s'étendre, prendre des photos et se sentir inspirée. Chaque commentaire a atterri comme un petit galet jeté dans une eau immobile, à peine perceptible seul, mais ensemble, ils ont créé des ondulations que je sentais se diriger vers moi. J'ai essayé d'aborder le sujet tôt. Un soir après le dîner, j'ai trouvé ma mère seule dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, et j'ai dit calmement et clairement, « Maman, je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Mon bureau est mon espace de travail. J'en ai besoin pour mon travail. Ce n'est pas juste une pièce pour les loisirs. J'y gagne ma vie. » Ma mère m'a regardé avec une expression que j'avais vue 100 fois auparavant, un regard patient, légèrement fatigué. Comme si j'étais difficile à propos de quelque chose qui aurait dû être simple, elle a dit, « Personne ne parle de prendre ton bureau, Lucie. Détends-toi. » Elle a dit le mot « détends-toi » de la même manière que vous le diriez à un enfant contrarié par un jouet. Et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai laissé tomber. J'ai séché la dernière casserole, accroché la serviette au crochet et suis montée à l'étage. Je me suis dit que la conversation était réglée. Je me suis dit que ma mère m'avait entendu. Quelques jours plus tard, Margot a frappé à la porte de mon bureau en plein après-midi un mardi. J'étais en appel avec un client, une entreprise manufacturière de taille moyenne, dont les déclarations trimestrielles étaient dues dans 10 jours. J'ai coupé mon microphone et j'ai ouvert la porte. Elle était dans le couloir, tenant un mètre ruban et un carnet. Elle a dit, « Désolée, je voulais juste mesurer les fenêtres très vite. » Je l'ai fixé. J'ai dit, « Margot, je suis en plein appel professionnel. » Elle a dit, « Ça ne prendra qu'une seconde. » J'ai dit,
Non, pas maintenant. Elle a incliné la tête comme elle le faisait toujours et a dit, d'accord, très bien. Je reviendrai plus tard. Elle s'est éloignée et j'ai fermé la porte et me suis assise à mon bureau, le cœur battant fort contre mes côtes. Elle était venue mesurer les fenêtres de mon bureau. Pas les fenêtres de la chambre d'amis, pas n'importe quelle autre pièce. Mon bureau. Elle planifiait déjà. Je suis allée voir mon père ce soir-là. Il était dans le salon, assis dans son fauteuil inclinable en cuir marron, lisant un livre sur Napoléon Bonaparte. Je me suis assise sur l'accoudoir du canapé en face de lui et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé du maître ruban. Je lui ai parlé des commentaires de ma mère. Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir directement si quelqu'un dans cette maison envisageait de me demander de céder mon bureau. Il a retiré ses lunettes de lecture, les a pliées lentement et les a posées sur la table d'appoint. Il m'a regardé comme il regardait les étudiants qui posaient une question qu'il jugeait en deçà de la discussion. Il a dit, Lucie, ta sœur traverse une passe difficile. Elle essaie de construire quelque chose. Est-ce que ça te tuerait d'être solidaire? J'ai dit, je suis solidaire, mais être solidaire ne signifie pas céder la pièce où je travaille. Il a repris ses lunettes et les a remises. Il a dit, personne ne te demande de céder quoi que ce soit, mais tu pourrais être un peu plus flexible. Puis il est retourné à son livre et j'ai été congédiée. Je veux être claire sur quelque chose. Je n'étais pas paranoïaque. Je ne fabriquais pas de conflits. J'avais vécu dans cette famille pendant 34 ans et je connaissais le schéma. Quand Margot avait besoin de quelque chose, la famille se réorganisait pour le lui fournir. Quand j'avais 16 ans, j'avais économisé pendant des mois pour acheter une voiture d'occasion. Une petite Honda Civic bleue que j'avais trouvée pour 3 000 € dans les petites annonces. 2 semaines après que je l'ai achetée, Margot, qui avait 12 ans, a commencé à se plaindre que ma mère devait toujours la conduire à son cours de danse, et que c'était embarrassant. En un mois, mes parents m'ont dit qu'il serait bien que je conduise Margot à ses activités puisque j'avais une voiture et qu'ils étaient occupés. Ce n'était jamais une demande. C'était une tâche enveloppée dans le langage du devoir familial. J'ai passé toute mon année de première en tant que chauffeur pour une enfant de 12 ans qui n'a jamais dit merci. Quand j'avais 22 ans et que j'économisais pour la caution de mon premier appartement, mes parents m'ont demandé de prêter à Margot 2 000 € pour des frais de dossier de demande d'études à l'étranger. Ils ont dit qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Quand j'en ai parlé 2 ans plus tard, ma mère a dit, Lucie, honnêtement, c'était 2 000 €. Laisse tomber. C'est ta sœur. Le message était toujours le même. Mes besoins étaient négociables. Ceux de Margot ne l'étaient pas. Alors, quand les commentaires ont commencé, quand le maître ruban est apparu, quand mon père m'a dit d'être flexible, je savais exactement où cela menait. Je ne savais juste pas que ça se passerait comme ça, à table, un mercredi soir, avec un rôti de bœuf refroidissant sur le comptoir et toute ma famille me fixant comme si j'étais le problème. C'était le 12 mars 2025. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre rouges, sa spécialité, et nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger. Mon père était en bout de table. Ma mère était à sa droite. Margot était en face de moi, son téléphone posé face contre terre à côté de son assiette, sa serviette soigneusement pliée sur ses genoux. La conversation avait été normale pendant les 20 premières minutes. Mon père a parlé d'un documentaire qu'il avait regardé sur le canal du Midi. Ma mère a mentionné que la gouttière du côté et de la maison avait besoin d'être nettoyée. Margot a parlé d'un atelier de fabrication de bougies auquel elle s'était inscrite en ligne. Et puis mon père a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec sa serviette et m'a regardé. Il a dit, Lucie, ta mère et moi avons parlé et nous pensons qu'il est logique que Margot utilise la pièce d'angle. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé ma propre fourchette. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Je l'ai regardé, puis ma mère, puis Margot, qui regardait son assiette. Personne n'a parlé. L'horloge murale au-dessus du buffet a fait un tic-tac fort dans le silence. J'ai dit très calmement, c'est mon bureau. Je travaille dans cette pièce tous les jours. Mon père a hoché la tête comme si j'avais confirmé quelque chose d'évident.
Il a dit, tu n'as pas besoin d'un bureau à domicile, Lucie. Tu peux travailler depuis la chambre d'amis, ou depuis la table de la cuisine, ou de n'importe où avec un ordinateur portable. Ta sœur a plus besoin de cette pièce. Elle lance une entreprise. J'ai senti les mots atterrir en moi un par un, comme des pierres tombant dans un puits profond. Tu n'as pas besoin d'un bureau à domicile. Ta sœur en a plus besoin. C'était ça. La phrase que j'attendais depuis toute ma vie. Pas ces mots spécifiques, mais ce sens spécifique. Tes besoins sont moins importants. Ton travail est moins important. Tu es moins importante. Ma mère me regardait. Elle a dit doucement, c'est juste une pièce, Lucie. Et cette phrase, ce doux rejet, était pire que tout ce que mon père avait dit parce qu'elle réduisait tout ce que j'avais construit, le bureau, la chaise, les moniteurs, le diplôme encadré, les milliers d'euros, les années de travail à juste une pièce. Comme si l'espace où je gagnais ma vie était interchangeable avec une table de cuisine. Comme si ma carrière était un hobby qui pouvait être replié et rangé dans un coin dès que quelqu'un d'autre avait besoin de lumière. J'ai regardé Margot. Elle regardait toujours son assiette. J'ai dit, Margot, est-ce ce que tu veux? Elle a levé les yeux vers moi et a dit, eh bien, elle a vraiment un bon éclairage. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas, je suis désolée. Pas, je sais que c'est beaucoup demandé. Juste un commentaire sur l'éclairage comme si nous discutions de l'agencement des meubles et non du démantèlement de mon espace de travail. J'ai hoché la tête. J'ai repris ma fourchette. J'ai pris une autre bouchée de rôti. Je l'ai mâché lentement. J'ai avalé. J'ai dit, d'accord. Ma mère a souri. Mon père a dit, bien. Nous pouvons déménager tes affaires ce week-end. Je n'ai rien dit d'autre pendant le reste du repas. J'ai débarrassé mon assiette, les lavé dans l'évier, les essuyé, les rangé et suis montée à l'étage. J'ai fermé la porte de mon bureau derrière moi et je me suis assise dans ma chaise ergonomique et j'ai regardé les deux fenêtres orientées été sud, les fenêtres avec le très bon éclairage. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas jouer le rôle de la fille reconnaissante qui se sacrifie silencieusement et appelle cela de l'amour. J'allais partir. Je n'ai pas pris cette décision de manière impulsive. Je veux être honnête à ce sujet. Je suis restée assise dans ma chaise de bureau ce mercredi soir pendant près de 2 heures, complètement immobile, à réfléchir. La maison était silencieuse autour de moi. J'entendais mon père regarder la télévision en bas. Le faible murmure d'un narrateur de documentaire décrivant quelque chose d'historique et de mort. J'entendais ma mère faire couler de l'eau dans la salle de bain principale, se préparant pour le lit. J'entendais Margot dans la chambre d'amis de l'autre côté du couloir parler au téléphone de sa voix basse et mélodieuse, riant doucement de quelque chose que quelqu'un avait dit. J'ai écouté tous ces sons, les sons de ma famille vivant sa vie, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé avec la force d'un coup physique. J'avais auditionné pour un rôle dans cette famille pendant 34 ans, et je n'avais jamais obtenu le rôle. Aucune somme d'argent de loyer, de courses, de repas préparés, d'aller déblayer ou de comportement discrètement excellent n'allait jamais changer la décision fondamentale de casting qui avait été prise bien avant que je sois assez âgée pour la comprendre. Margot était celle qu'ils voyaient. J'étais celle qu'ils utilisaient. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. J'étais méthodique. Il me fallait un endroit disponible immédiatement, qui rentre dans mon budget, qui ait une connexion internet fiable pour mon travail à distance, et qui soit assez éloigné de Valvert pour que se présenter à l'improviste exige un effort. J'ai trouvé Beauregard, en Bretagne, à environ 340 km au sud. C'était une petite ville tranquille près de la partie orientale de la région, assez proche de Nantes si jamais je devais me rendre à un bureau satellite, et assez loin de la Normandie pour que je puisse respirer. J'ai trouvé une annonce pour un appartement d'une chambre au premier étage d'une maison victorienne convertie. Le loyer était de 1100 € par mois, charges comprises. Les photos montraient des parquets, de hautes fenêtres et une deuxième pièce que l'annonce décrivait comme une pièce bonus pouvant servir de bureau. Il était disponible immédiatement. J'ai postulé en ligne à 23 h ce soir-là,
téléchargé mes fiches de paie et mon rapport de crédit, et à minuit, j'avais un email de confirmation de la propriétaire, une femme nommée Doris Leblanc, disant que l'appartement était à moi si je le voulais. Je le voulais. J'ai signé le bail numérique à minuit 15 du matin, payé le premier mois et le dépôt de garantie totalisant 2100 € de mon compte d'épargne, et fermé mon ordinateur portable. Le jeudi matin, je suis allée travailler comme d'habitude. Je me suis assise à mon bureau à 6h30, me suis connectée, et répondu aux emails, et participé à une réunion d'équipe à 9h et travaillé sur un dossier client jusqu'à midi. J'ai déjeuné dans mon bureau. Je ne suis pas descendue. Je n'ai parlé à personne de ma famille. À 14h, j'ai appelé une société de location de camionnettes et j'ai réservé un fourgon pour un ramassage le vendredi à 18h dans une agence à Rennes, à environ 40 minutes de là. J'ai demandé le plus grand fourgon qu'ils avaient. Le coût était de 80 € pour un aller simple vers la Bretagne, plus le kilométrage. J'ai payé avec ma carte de débit. Puis je suis retournée travailler. J'ai terminé ma journée à 17h30, suis descendue, et préparé un sauté de poulet pour le dîner, l'ai servi à ma famille, et mangé avec eux, et fait la vaisselle et suis retournée dans ma chambre. Mon père n'a rien dit à propos du bureau pendant le dîner. Ma mère a parlé d'une amie à elle qui allait subir une arthroplastie du genou. Margot nous a montré une photo sur son téléphone du moule à bougies qu'elle avait commandé en ligne. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai complimenté les moules. J'étais déjà partie à l'intérieur, déjà dans cet appartement vide à Beauregard, déjà en train de respirer un air différent. Ils ne le savaient pas encore. Le vendredi était le jour du déménagement. J'ai travaillé ma journée complète, me suis déconnectée à 17h et j'ai dit à ma mère que j'allais faire des courses à Rennes. Elle a à peine levé les yeux de ses mots croisés. J'ai conduit jusqu'à l'agence de location, j'ai pris la camionnette et je l'ai garée dans une rue latérale à 2 pâtés de maison de la maison. Je suis rentrée à pied dans le froid. Mes parents regardaient un film dans le salon. Margot était dans la chambre d'amis avec la porte fermée. J'ai dit bonne nuit à 20h30, je suis montée et j'ai fermé ma porte. Puis j'ai attendu. À 22h15, la maison était sombre et silencieuse. J'ai entendu mon père verrouiller la porte d'entrée comme il le faisait chaque soir. 2 tours du pêne dormant, puis la chaîne. J'ai entendu ma mère régler la minuterie de la cafetière pour le matin. J'ai entendu la porte de leur chambre se fermer. J'ai entendu Margot arrêter de bouger dans la chambre d'amis. J'ai attendu une autre heure, jusqu'à 23h30. Assise sur mon lit dans le noir, entièrement habillée, mon cœur battant si régulièrement que cela m'a surprise. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas triste. J'opérais avec une sorte de clarté froide et concentrée que je reconnaissais de mon travail. Le même état dans lequel j'entrais lorsque j'étais plongée dans un modèle financier complexe. Lorsque chaque chiffre devait être exact et qu'il n'y avait pas de place pour l'émotion, je me suis déplacée silencieusement. J'avais déjà emballé la plupart de mes effets personnels pendant la journée pendant que tout le monde était en bas. Mes vêtements étaient dans des valises sous le lit. Mes articles de toilette étaient dans un sac plastique dans mon sac à main. Mes documents importants, mon passeport, mon acte de naissance, mon bail, mes dossiers financiers étaient dans une pochette ignifuge dans mon sac de travail. Les seules choses qu'il restait à emballer étaient les objets de mon bureau. J'ai commencé par là. J'ai déconnecté mes moniteurs, les ai enveloppés dans des serviettes et les ai placés dans les cartons que j'avais rangés dans mon placard. J'ai débranché la lampe annulaire, la lampe de bureau, la multiprise. J'ai retiré mon diplôme et mes certifications du mur et les ai enveloppés dans une couverture. J'ai démonté la chaise ergonomique, en retirant la base et les accoudoirs afin qu'elle puisse passer la porte sans rayer les murs. J'ai vidé les classeurs dans 2 cartons que j'avais aplatis et réassemblés. J'ai roulé le tapis et l'ai attaché avec de la ficelle. Le bureau était trop lourd pour être déplacé seul et trop grand pour passer la porte sans être démonté, alors je l'ai laissé. J'ai laissé l'étagère aussi. Je me suis dit que s'il voulait tellement la pièce, il pouvait avoir les meubles qui allaient avec. Mais tout ce qui était à moi, tout ce qui représentait mon travail et mon identité, je l'ai pris. J'ai fait cette voyage jusqu'à la camionnette, cette voyage silencieux en bas,
à travers la cuisine, par la porte arrière, à travers le jardin, le long de l'allée, et au coin de la rue latérale où la camionnette était garée. J'ai transporté des cartons et des valises et des supports de moniteurs et un tapis roulé sous la pluie. Mes chaussures étaient trempées dès le 2e voyage. Mes bras me faisaient mal au 5e. Mais je n'ai pas arrêté. Je me suis déplacée avec le genre de détermination qui vient du fait de savoir que l'on fait quelque chose d'irréversible et d'être en paix avec cela. À 1h30 du matin, la camionnette était chargée. Ma chambre était vide à l'exception du cadre de lit, du matelas et de la table de chevet, dont aucun ne m'appartenait. Mon bureau était une coquille vide. Les murs avaient encore les trous de clous où mes cadres avaient été accrochés. Le sol avait encore des indentations des roues de la chaise, mais la pièce était maintenant vacante, et cette vacance ressemblait à une déclaration. J'ai fait une dernière chose avant de partir. J'ai traversé le couloir du 1er étage une dernière fois. Je suis passé devant la porte de mes parents. Je suis passé devant la porte de Margot. Je me suis tenu en haut des escaliers et j'ai regardé dans le hall sombre où j'avais 1000 fois comme une fille, mettant mes chaussures pour l'école, accrochant mon manteau après le travail, attendant que quelqu'un remarque que j'étais rentrée à la maison. Personne n'a jamais attendu en bas de ces escaliers pour moi. Personne n'a jamais levé les yeux de ce qu'il faisait quand je franchissais la porte d'entrée. J'avais été une présence silencieuse dans cette maison, utile et inaperçue, comme un meuble qui était toujours là mais jamais admiré. Je me suis détournée des escaliers, suis sortie par la porte arrière, les verrouillée derrière moi avec la clé qu'on m'avait donnée en emménageant, et j'ai glissé la clé sous le paillasson. Je ne l'ai pas prise avec moi. Je n'en voulais pas. Le trajet jusqu'à Beauregard a duré un peu plus de 4 heures. La pluie m'a suivi de la frontière normande, à travers la Bretagne, et jusqu'en Ille-et-Vilaine, cessant finalement vers 5 heures du matin alors que je traversais la limite de la ville. L'appartement était dans une rue tranquille appelée rue du Hameau des Bouleaux, et Doris Leblanc, ma nouvelle propriétaire, avait laissé la clé dans un coffre à clé sur le porche avec le code qu'elle m'avait envoyé par SMS. Je suis entrée. L'appartement sentait le nettoyant citron et la peinture fraîche. Les planchers craquaient doucement sous mes pieds. La pièce bonus, mon nouveau bureau, avait une grande fenêtre orientée ouest. Et bien que la lumière ne soit pas aussi spectaculaire que dans la pièce d'angle à valvers, elle était à moi. Complètement, entièrement, incontestablement à moi. Personne ne pouvait me demander de la quitter. Personne ne pouvait la donner. J'ai déchargé la camionnette seule pendant les 3 heures suivantes, empilant les cartons contre les murs, installant mon matelas sur le sol, branchant mes moniteurs sur une table pliante que j'avais trouvée dans le placard du couloir. Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas fini. Mais c'était le début de quelque chose, et le début suffisait. J'ai rendu la camionnette à un point de dépôt à Vannes. J'ai pris un VTC pour retourner à Beauregard et je me suis assise sur mon matelas nu avec une tasse de café noir de la station-service au bout de la rue. Il était 7h45 du matin. Mon téléphone, que j'avais gardé en silencieux toute la nuit, affichait 14 appels manqués. 8 de ma mère, 4 de mon père, 2 de Margot. Il y avait 6 messages textes dont le ton passait de la confusion à l'inquiétude, puis à la colère. Le plus récent venait de ma mère. Envoyé à 7h12 du matin. Il disait, « Lucie, où es-tu? Ta chambre est vide. Le bureau est vide. Appelle-nous immédiatement. » Je l'ai lu une fois. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le tapis et pour la première fois depuis des heures, peut-être pour la première fois depuis des années, j'ai expiré complètement. Je ne les ai pas rappelés le samedi. Je ne les ai pas rappelés le dimanche. Je ne les ai pas rappelés le lundi, le mardi ou le mercredi. Pendant 6 jours entiers, j'ai vécu dans un silence si complet qu'il en était presque sacré. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les messages textes continuaient d'arriver. Ils venaient par vagues, parfois 3 ou 4 d'affilée, parfois un écart de quelques heures avant que le suivant ne s'écrase. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'étais pas cruelle. J'étais délibérée. J'avais besoin de temps pour organiser ma vie, et j'avais besoin d'espace pour comprendre ce que j'avais fait. Non pas pour le remettre en question, mais pour l'habiter pleinement.
Il y a une différence entre s'enfuir et s'éloigner. Et je voulais être certaine de ce que j'avais fait. L'appartement de la rue du Hameau des Bouleaux est devenu mon monde cette première semaine. J'ai assemblé mon espace de travail le lundi, utilisant la table pliante comme bureau temporaire en attendant de pouvoir en commander un vrai. J'ai monté mes moniteurs, connecté ma webcam, testé ma vitesse internet et me suis connecté au travail à 6h30 comme si rien n'avait changé. Mon manager, une femme nommée Céleste Roux, n'avait aucune idée que j'avais déménagé. Tout ce qu'elle voyait, c'était mon visage sur l'écran, le même que toujours, stable et préparé. J'ai soumis les rapports trimestriels pour le client manufacturier à temps. J'ai participé à toutes les réunions. J'ai répondu à tous les emails. Mon travail n'a pas faibli parce que mon travail n'avait jamais été le problème. Le problème avait toujours été les gens qui ne pouvaient pas voir que mon travail était réel. J'ai commandé un bureau en ligne le mardi, un bureau debout de couleur noyée avec un mécanisme de réglage en hauteur, et il est arrivé le jeudi. Je l'ai monté moi-même à genoux sur le parquet avec une clé Allen et un ensemble d'instructions clairement traduites d'une autre langue. Cela m'a pris 3 heures, mais quand je l'ai mis debout, que j'ai placé mes moniteurs dessus et que je me suis assise sur ma chaise, celle que j'avais descendue en morceaux les escaliers à Valvert, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Je construisais à nouveau. Pas seulement un bureau, pas seulement une pièce. Je construisais l'architecture de ma propre vie. Et cette fois, personne n'allait entrer avec un mètre ruban et affirmer qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les messages de ma famille pendant cette première semaine ont suivi un schéma prévisible. Ma mère a commencé par l'inquiétude, puis a glissé vers la culpabilité, puis vers la colère. Ses premiers messages étaient frénétiques. Lucie, s'il te plaît réponds. Es-tu en sécurité? Le lundi, le ton a changé. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu aurais pu juste nous parler. Le mercredi, il a de nouveau changé. Ton père est très contrarié. Margot pleure. J'espère que tu es heureuse. Ce dernier message m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si parfaitement, tragiquement cohérent avec la façon dont ma famille fonctionnait. Même en mon absence, j'étais en quelque sorte responsable des émotions de Margot. Même après qu'on m'ait dit que mon bureau, mon gagne-pain, mon espace professionnel était moins important qu'une entreprise de bougies qui n'existait pas encore, c'était moi qui étais censé gérer les sentiments de tout le monde. Mon père a envoyé moins de messages, mais ils étaient directs. C'est puéril, Lucie. Appelle ta mère. Et puis le jeudi, juste un mot, ingrate. J'ai regardé ce mot pendant longtemps. Ingrate. Je l'ai retourné dans mon esprit comme une pierre. J'avais payé le loyer. J'avais acheté les courses. J'avais préparé les dîners. J'avais déblayé l'allée. J'avais amélioré l'Internet. J'avais dépensé 6 000 € de mon propre argent pour une pièce qu'ils avaient donnée à ma sœur lors d'un dîner de rôti de bœuf. Et j'étais ingrate. Le mot m'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont mon père percevait la transaction de notre relation. Dans son esprit, je leur devais pour le privilège d'exister sous leur toit. Mes contributions étaient attendues, pas appréciées, et tout manquement à leur décision, aussi déraisonnable soit-elle, était la preuve d'une ingratitude. Margot n'a envoyé que 2 messages pendant cette première semaine. Le premier, le samedi matin, disait « Lucie, je ne leur ai pas demandé de faire ça. S'il te plaît, appelle-moi. » Le second, le mercredi soir, disait « J'espère que tu vas bien. » Je crois que le second message était sincère. J'étais moins sûre du premier. Elle n'est peut-être pas rentrée dans la salle à manger ce soir-là en disant « Donnez-moi le bureau de Lucie. » Mais elle avait mesuré les fenêtres. Elle avait parlé de l'éclairage. Elle s'était assise à cette table et avait regardé nos parents lui céder mon espace de travail, et elle l'avait accepté sans protester. Dans l'économie de notre famille, le silence était un consentement, et Margot avait été silencieuse au bon moment. Le 7e jour, dimanche, j'ai finalement appelé, non pas parce que j'étais prête à me réconcilier, mais parce que je devais établir clairement les termes de mon absence et selon mon propre calendrier. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie.
Sa voix était tendue et aiguë, comme elle l'était quand elle essayait de contrôler ses émotions. Elle a dit, « Lucie, Dieu merci. Où es-tu ? Nous nous sommes fait un sang d'encre. » J'ai dit, « Je suis en Bretagne. J'ai déménagé. » Il y a eu une pause. J'ai entendu mon père en arrière-plan dire, « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Ma mère lui a répété, « Elle dit qu'elle est en Bretagne. Elle a déménagé. » Le silence qui a suivi a duré près de 10 secondes. Et ma mère a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par tu as déménagé ? Tu vis ici. » J'ai dit, « Je n'y vis plus. Je suis partie vendredi soir. J'ai un appartement. Je vais bien. Mon travail va bien. Je voulais juste que vous sachiez que je suis en sécurité et que je ne reviendrai pas. » Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'était pas le genre de pleurs dramatiques, pas de sanglots ou de gémissements, mais le genre silencieux et mouillé, le genre qui s'échappe à travers les mots comme l'eau à travers une fissure dans le mur. Elle a dit, « Lucie, c'est insensé. Tu es partie à cause d'une pièce. » J'ai dit, « Je suis partie parce que vous m'avez dit que mon travail n'avait pas d'importance. Vous m'avez dit que ma sœur avait plus besoin d'espace que moi. Et j'ai réalisé que vous aviez raison, mais pas dans le sens où vous l'entendiez. Margot a plus besoin de vous. Elle en a toujours eu, et j'ai moins besoin. Alors je prends moins. Je ne prends rien. » Ma mère a dit, « Ce n'est pas juste. » J'ai dit, « Ce qui n'était pas juste, c'était d'être assise à cette table et de m'entendre dire que ma carrière valait moins qu'une entreprise qui n'existe pas encore. » Elle a dit, « Ton père ne le pensait pas comme ça. » J'ai dit, « Alors comment le pensait-il ? » Elle n'a pas répondu. En arrière-plan, j'ai entendu mon père dire, « Donne-moi le téléphone. » Ma mère a dû le lui tendre car tout à coup, sa voix était là, profonde et rauque, pleine de l'autorité qu'il avait passé 35 ans à projeter devant des salles de classe. Il a dit, « Lucie, arrête ces bêtises et rentre à la maison. » J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Tu es dramatique. » J'ai dit, « Je suis claire. » Il a dit, « Tu nous punis. » J'ai dit, « Je me protège. » Il a dit, « De quoi ? De ta famille ? » J'ai dit, « Oui. » Et puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Je suis restée assise sur mon matelas après cet appel et je n'ai pas bougé pendant longtemps. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Elles tremblaient de l'effort de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais dit non, pas poliment, pas avec des nuances, pas avec « je comprends », mais juste non. Le mot planait dans l'air de mon nouvel appartement comme une cloche qu'on aurait frappée. Il sonnait et je l'ai laissé sonner. Pendant 34 ans, je m'étais pliée. J'avais accommodé. J'avais ravalé mes besoins et appelé cela de l'amour. Et en un seul appel téléphonique, en 7 minutes et 32 secondes, je m'étais dépliée. J'avais dit la chose que j'avais portée dans ma poitrine comme une pierre pendant des décennies. Je me protège de ma famille. C'était la phrase la plus vraie que j'ai jamais prononcée. Et le fait qu'elle fasse mal ne la rendait pas moins vraie. Cela la rendait plus vraie. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter dans un restaurant thaïlandais à quelques pâtés de maison et je l'ai mangé sur le sol de mon salon en regardant le soleil se coucher à travers les fenêtres nues. L'appartement était encore en grande partie vide. J'avais un matelas, un bureau, une chaise, 2 moniteurs, une valise de vêtements et une boîte de produits de cuisine de base que j'avais acheté dans un magasin à 1 euro. C'était spartiate et dépouillé, et c'était l'endroit le plus paisible où j'ai jamais vécu. Personne n'allait frapper à ma porte avec un mètre ruban. Personne n'allait me dire au dîner que l'espace où je gagnais ma vie n'était qu'une pièce. Personne n'allait me regarder avec une patience fatiguée et me dire de me détendre. J'étais seule. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, être seule ne ressemblait pas à une punition. Cela ressemblait à un choix. La 2e semaine à Beauregard a commencé avec une sorte de rythme qui m'a surprise par sa douceur. Je m'attendais à me sentir désorientée, déracinée, comme une plante arrachée à sa terre familière. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus proche du soulagement, un soulagement physique profond, comme la sensation de déposer un sac lourd que l'on n'avait pas réalisé avoir porté pendant des kilomètres. Je me réveillais chaque matin dans mon appartement silencieux,
je faisais du café dans la petite cuisine au comptoir carrelé et bréché, je m'asseyais à mon nouveau bureau debout et je travaillais. Les heures passaient sans le courant sous-jacent de tension auquel je m'étais tant habitué à Valvert. Pas de pas dans le couloir qui pourrait s'arrêter à ma porte. Pas de commentaires désinvoltes à table visant à réorganiser mes limites. Pas de maître ruban, juste moi, mes écrans et le travail qui avait toujours été la relation la plus honnête de ma vie. J'ai commencé à meubler l'appartement pièce par pièce. J'ai acheté un petit canapé dans un magasin d'occasion à Vannes, un canapé bleu foncé avec des pieds en bois et des coussins étonnamment bons. J'ai trouvé une table de cuisine à une vente de succession pour 30 €. Une pièce ronde en chêne avec un pied central qui semblait appartenir à une ferme. J'ai accroché des rideaux, de simples rideaux en lin blanc qui adoucissaient la lumière sans la bloquer. J'ai acheté un ensemble de casseroles et de poêles, 4 assiettes, 4 verres et un seul ensemble de couverts. Je n'avais pas besoin de plus. Je ne voulais pas plus. Chaque objet que j'apportais dans l'appartement était choisi délibérément pour sa fonction et pour le plaisir tranquille de posséder quelque chose que personne ne pourrait me prendre. Ce n'était pas du matérialisme. C'était de la souveraineté. Au travail, les choses s'amélioraient réellement. Céleste, ma responsable, avait remarqué que ma production avait augmenté depuis ce qu'elle appelait ma relocalisation, un mot que j'avais utilisé avec désinvolture lorsque j'avais mis à jour mon adresse dans le système de l'entreprise. Elle m'a dit lors de notre réunion individuelle que mes 2 derniers rapports avaient été exceptionnellement complets et qu'un associé senior nommé Martin Dubois avait spécifiquement mentionné mon analyse d'une structure fiscale complexe pour l'un de nos clients du secteur de la santé. Elle a dit qu'il pourrait y avoir une discussion sur une promotion plus tard dans l'année, éventuellement au poste d'analyste principal, ce qui s'accompagnerait d'une augmentation de salaire à environ 105 000 €. Je l'ai remerciée et j'ai dit que je serais prête. Je ne lui ai pas dit que la raison pour laquelle mon travail s'était amélioré n'était pas une ambition professionnelle, mais une libération personnelle, que je ne passais plus une partie de mon énergie mentale chaque jour à naviguer dans la politique émotionnelle d'un foyer qui me diminuait. J'ai juste fait le travail, et le travail a répondu. Ma famille, cependant, ne s'adaptait pas aussi facilement à mon absence. Les appels ont continué, moins fréquents maintenant, peut-être 1 ou 2 par jour, mais ils étaient accompagnés d'un nouveau développement. Ma mère a commencé à m'envoyer des emails, de longs emails soigneusement rédigés qui ressemblaient à des lettres d'un autre siècle. Le premier est arrivé le mardi de ma 2e semaine. Il faisait près de 1000 mots. Elle écrivait que la maison se sentait vide sans moi. Que mon père luttait contre mon départ. Que Margot avait à peine touché la pièce d'angle et était trop bouleversée pour se concentrer sur son entreprise. Elle écrivait sur mon enfance, sur la façon dont elle se souvenait de me tresser les cheveux avant l'école et de me préparer mon déjeuner avec les croûtes coupées parce que je ne les aimais pas. Elle écrivait sur l'amour, sur le sacrifice, sur la façon dont les familles se blessent parfois, mais que l'amour en dessous était toujours là. C'était un bel email. C'était aussi, je l'ai reconnu, une manipulation. Peut-être pas consciente, mais une manipulation néanmoins. Car intégré à toute cette chaleur et cette nostalgie était un message, le même message que toujours. Reviens. Fais-toi plus petite. Sois la Lucie dont nous avons besoin. J'ai écrit une réponse le mercredi. Il m'a fallu 1 heure pour la rédiger parce que je voulais être précise. Je l'ai remercié d'avoir écrit. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que certaines choses de la maison me manquaient, l'odeur de son rôti de bœuf, le bruit de la pluie sur la véranda, l'aspect de la maison en décembre quand elle mettait des bougies à chaque fenêtre. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas revenir. Je lui ai dit que ce qui s'était passé à table le 12 mars n'était pas un incident isolé, mais le dernier d'un schéma de toute une vie où mes besoins étaient subordonnés à ceux de Margot. Je lui ai parlé de la Honda Civic. Je lui ai parlé du prêt de 2000 € qui n'a jamais été remboursé. Je lui ai parlé de toutes les fois où on m'avait demandé de me réduire pour que Margot puisse s'épanouir. Je lui ai dit que je ne blâmais pas Margot entièrement parce que Margot avait été formée par le même système que moi. Elle avait appris à prendre parce qu'on lui avait appris que prendre était son rôle, tout comme j'avais appris à donner parce qu'on m'avait appris que donner était le mien. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, plus maintenant, mais que j'avais fini.
J'ai dit que la porte était ouverte s'il voulait une relation avec moi en tant qu'égal, mais que je ne retournerais pas dans une maison ou une dynamique où mon travail et mon espace et mon identité étaient jetables chaque fois que Margot avait besoin de quelque chose. J'ai lu l'email 3 fois avant de l'envoyer. J'ai vérifié chaque mot. J'ai appuyé sur envoyer à 16h17, puis je suis allé me promener. Beauregard en mars était froid, gris et beau d'une manière dépouillée et honnête. Les arbres étaient encore nus, leurs branches sombres sur le ciel pâle, et les routes étaient mouillées par une pluie récente qui avait laissé des flaques dans chaque creux et fissure du pavé. J'ai marché pendant près d'1 heure, devant la petite épicerie de la D44, devant le mur de pierre qui bordait une ancienne ferme équestre, devant une église au clocher blanc et une pancarte à l'avant qui disait « Tu n'es pas seul ». Je ne suis pas entré, mais je suis resté là à la regarder un moment. J'ai pensé à la solitude. J'ai pensé à quel point, paradoxalement, j'avais été plus seule assise à cette table avec ma famille que je ne l'étais maintenant, marchant seule sur une route vide dans une ville où je ne connaissais personne. La solitude n'est pas une question de proximité. C'est une question de reconnaissance. Vous pouvez être entouré de gens qui vous aiment et vous sentir pourtant totalement seul si aucun d'eux ne vous voit clairement. Mes parents m'aimaient. Je n'en doutais pas. Mais leur amour avait des conditions que je ne pouvais plus remplir. Et j'avais passé 34 ans à essayer de les remplir quand même, me taillant comme une clé qu'on ne cesse de limer pour s'adapter à une serrure qui n'a jamais été faite pour elle. Ma mère n'a pas répondu à mon email. Ni ce jour-là, ni le lendemain, ni pendant près d'1 semaine. Ce silence était différent du silence que je leur avais imposé pendant ma première semaine à Beauregard. Mon silence avait été intentionnel, une limite. Le leur ressemblait à une retraite, un rassemblement de forces, une pause stratégique avant la prochaine approche. Je savais que quelque chose viendrait. Je ne savais juste pas quelle forme cela prendrait. C'est arrivé un samedi, exactement 2 semaines après mon départ de Valvert. J'étais à mon bureau à 9h du matin, rattrapant quelques classements, quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le message disait « Salut Lucie. C'est ta tante Pierrette. Peux-tu m'appeler quand tu auras un moment? Je m'inquiète pour toi, ma chérie. » Tante Pierrette était la sœur aînée de ma mère, une femme d'une 60aine d'années qui vivait à Nantes et que j'avais toujours aimée d'une manière distante, spécifique aux vacances. Elle était chaleureuse, opiniâtre et avait l'habitude de dire ce qu'elle pensait dans une famille qui préférait que ses femmes soient agréables. J'ai su immédiatement que ma mère l'avait appelée. J'ai su que c'était la prochaine phase de la campagne, le déploiement de la famille élargie pour me faire pression afin que je revienne. J'avais déjà vu ce scénario quand j'avais 25 ans et que j'envisageais de prendre un emploi à Paris. Ma mère avait enrôlé ma grand-mère, qui était vivante à l'époque, pour m'appeler et me parler de la nécessité pour la famille de rester proche. Le poste à Paris a disparu. Je suis restée en Normandie. Le schéma s'est maintenu. J'ai appelé tante Pierrette. Elle a décroché et a dit « Oh, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté l'histoire. Toute l'histoire. Pas la version abrégée que ma mère lui avait sûrement donnée, mais le récit complet. Du bureau à domicile à la table du dîner en passant par la nuit pluvieuse en voiture jusqu'en Bretagne. Tante Pierrette a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Ta mère m'a dit que tu avais fait une crise de colère et que tu t'étais enfui. » J'ai dit, « Est-ce que ça ressemble à une crise de colère pour toi ?» Elle a dit, « Non, ça ressemble à la rébellion la plus silencieuse et la plus organisée que j'ai jamais entendue. » Elle a fait une nouvelle pause et a dit, « Lucie, j'aime ta mère, mais elle a toujours eu un angle mort en ce qui concerne Margot. Toujours. Même quand nous étions petites, il y avait aussi un bébé dans notre famille, notre frère Damien, et tout tournait autour de lui. Ta mère a appris ce schéma et elle l'a transmis directement. Elle m'a dit qu'elle soutenait ma décision. Elle m'a dit que j'étais courageuse. Elle m'a dit de prendre soin de moi et de ne pas laisser la culpabilité devenir une laisse qui me traînerait vers une cage dont j'avais déjà échappé. Et puis elle a dit quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Elle a dit, « Ma chérie, le plus difficile avec les limites, ce n'est pas de les construire. C'est de les maintenir quand les gens que tu aimes commencent à pleurer à la porte. »
Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais du soulagement écrasant d'être comprise par quelqu'un de ma famille, même si c'était quelqu'un à la périphérie. 3 semaines après mon départ de Valvert, Margot m'a appelé. C'était un jeudi soir, juste après 19h, j'étais dans la cuisine en train de réchauffer une soupe de reste sur la cuisinière. Et quand j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai ressenti un enchevêtrement compliqué d'émotions que je n'ai pas pu démêler immédiatement. J'ai laissé sonner 4 fois puis j'ai décroché. Elle a dit, « Lucie, s'il te plaît ne raccroche pas. » J'ai dit, « J'écoute. » Elle a pris une inspiration et a dit, « Est-ce qu'on peut parler ? » Vraiment parler ? Je sais que tu es contrariée et j'ai des choses à dire. J'ai éteint la cuisinière et je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai dit, « Vas-y. » Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec ma jeune sœur. Elle a duré près de 40 minutes et a fait bouger quelque chose entre nous que je n'attendais pas, du moins pas encore. Margot a commencé par me dire qu'elle n'avait pas demandé à nos parents de lui donner mon bureau. Elle a dit qu'elle avait mentionné en passant à notre mère qu'elle aurait aimé avoir un meilleur éclairage pour les photos et que notre mère avait pris ce commentaire et l'avait transformé en plan. Elle a dit qu'elle ne savait pas que cela allait se produire au dîner ce soir-là. Elle a dit que lorsque notre père a fait l'annonce, elle s'est figée parce qu'elle pouvait voir mon visage et elle a su à ce moment-là que quelque chose de terrible se passait, mais elle ne savait pas comment l'arrêter. J'ai dit, « Tu aurais pu dire non. » Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, « Tu as raison. J'aurais pu et je ne l'ai pas fait et je suis désolée. » Ces excuses ont eu un effet différent de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas le genre d'excuses défensives et auto-justificatrices que j'avais l'habitude d'entendre des membres de ma famille. Le genre enveloppé d'explications et d'excuses. C'était simple. C'était direct. Il n'y avait pas de « mais » attaché. Je ne savais pas quoi en faire au début, alors je suis restée assise avec, le téléphone à l'oreille, regardant la soupe refroidir sur la cuisinière. Margot a continué. Elle a dit, « J'ai beaucoup réfléchi depuis ton départ. Vraiment beaucoup. Et je réalise que je ne sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air théâtral, mais je pense qu'on m'a donné des choses toute ma vie qui n'étaient pas les miennes à prendre. » Elle m'a parlé de la Honda Civic, comment elle se souvenait que je la conduisais partout et n'avait jamais pensé une seule fois à me remercier. Elle m'a parlé du prêt de 2000 €, comment elle l'avait sincèrement oublié jusqu'à ce qu'elle lise notre échange dans d'anciens messages et se sent honteuse. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute sa vie à être le centre d'attention de notre famille et qu'elle avait confondu cette attention avec de l'amour. Alors qu'en réalité, c'était quelque chose de plus proche de la complaisance. J'ai écouté tout cela avec mes défenses levées parce que l'expérience m'avait appris à me méfier de la vulnérabilité des personnes qui m'avaient blessée. Mais tandis que Margot parlait, j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Une crudité, une honnêteté tremblante qui ne ressemblait en rien à une performance. Elle a dit, « J'ai déménagé de la pièce d'angle, Lucie. J'ai dit à maman et papa que je n'en voulais pas. Elle est vide maintenant. Les murs sont toujours du gris que tu as peint. Les trous de clous sont toujours là. » J'ai fermé les yeux. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai dit, « Ça ne change pas la raison pour laquelle je suis partie. » Elle a dit, « Je sais. Je voulais juste que tu le saches. » Nous avons parlé pendant encore 15 minutes. Après cela, elle m'a demandé des nouvelles de mon appartement. Je lui ai parlé du bureau en noyer, du canapé d'occasion et des rideaux blancs. Elle m'a demandé si j'étais seule. J'ai dit que j'apprenais la différence entre être seule et se sentir seule et que la plupart du temps, j'étais simplement seule et que cela suffisait. Elle a demandé si elle pouvait venir me rendre visite un jour. J'ai dit pas encore, mais peut-être un jour. Elle a dit qu'elle comprenait. Avant de raccrocher, elle a dit une dernière chose. Elle a dit, « Je veux être une meilleure sœur, Lucie. Je ne sais pas si je sais comment faire encore, mais je veux apprendre. » J'ai dit, « Je le veux aussi. » Et je le pensais. L'appel s'est terminé et j'ai réchauffé ma soupe et je l'ai mangée à la table de la cuisine et j'ai réfléchi à la forme étrange, dentelée et imprévisible de la famille. On peut aimer quelqu'un et avoir quand même besoin d'être loin d'elle.
On peut être blessé par quelqu'un et espérer quand même qu'elle grandisse. Ces deux vérités peuvent coexister dans la même poitrine, se pressant l'une contre l'autre, et aucune n'annule l'autre. Une conversation avec Margot, aussi significative soit-elle, n'a pas résolu le conflit plus large. Mes parents continuaient d'appeler. Ma mère continuait d'envoyer des emails, plus courts maintenant, plus vifs, avec un tranchant qui n'avait pas été là auparavant. L'un d'eux disait simplement « Ton père n'a pas bien dormi depuis ton départ. J'espère que tu es fier de toi. » Un autre disait « Les voisins demandent où tu es allé. » Je ne sais pas quoi leur dire. Ces messages étaient conçus pour me faire sentir coupable, et je serai honnête, certains d'entre eux ont fonctionné. La culpabilité est une monnaie puissante dans les familles comme la mienne, et mes parents l'avaient déposée sur mon compte depuis ma naissance. Mais j'avais appris quelque chose à Beauregard. J'avais appris que la culpabilité n'a de pouvoir que si vous l'acceptez comme une dette valide, et j'avais examiné le grand livre de ma vie avec suffisamment de soin pour savoir que je ne devais rien. La 4e semaine, quelque chose d'inattendu est arrivé au travail. Céleste m'a convoqué à une réunion vidéo privée un lundi matin et m'a dit que Martin Dubois, l'associé senior qui avait remarqué mon analyse pour le client du secteur de la santé, voulait me rencontrer. Elle a dit qu'il était en train de constituer une équipe de projet spécial pour gérer un nouveau compte majeur, un réseau hospitalier régional dans le Nord-Est qui avait besoin d'une restructuration financière complète, et il me voulait dans l'équipe. La réunion était prévue pour le mercredi. Je m'y suis préparée comme je me préparais à tout, minutieusement, méticuleusement, et avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que ses chiffres sont exacts. Le mercredi à 10h du matin, je me suis assise dans mon bureau à domicile à Beauregard, en Bretagne, devant mon bureau debout en noyer avec mon diplôme encadré au mur derrière moi et j'ai présenté mon analyse à Martin Dubois et à 2 autres associés seniors. La réunion a duré 45 minutes. À la fin, Martin a dit « Lucie, c'est exactement le genre de travail dont nous avons besoin pour ce compte. Bienvenue dans l'équipe. » Céleste m'a envoyé un message après et a dit que la discussion sur la promotion avait été avancée. Elle a dit que je devais m'attendre à une offre formelle dans les 2 prochaines semaines. Je me suis assise à mon bureau après cette réunion et j'ai pensé à la table du dîner à Valvert. J'ai pensé à mon père disant « Tu n'as pas besoin d'un bureau à domicile. » J'ai pensé à ma mère disant « C'est juste une pièce. » J'ai pensé à la façon dont ils avaient rejeté le centre de ma vie professionnelle comme s'il s'agissait d'un placard, d'un espace de rangement, d'une commodité qui pouvait être réaffectée à leur discrétion. Et j'ai regardé autour de mon bureau à Beauregard, les moniteurs et la lampe annulaire et les certificats au mur. Et j'ai compris avec une clarté totale que la pièce n'avait jamais été juste une pièce. C'était la manifestation physique de ma compétence, de mon indépendance et de ma valeur. Et ils avaient essayé de la donner parce que, à leurs yeux, l'ambition de Margot, aussi nouvelle, aussi informe, aussi non testée soit-elle, l'emporterait toujours sur la carrière que j'avais passé 12 ans à construire. Cette réalisation ne me mettait plus en colère. Elle me rendait triste, mais d'une manière propre, d'une manière résolutoire, comme la dernière note d'une chanson que l'on sait qui se termine. Mes parents n'étaient pas des méchants. C'étaient des gens qui avaient appris un schéma et l'avaient suivi si fidèlement qu'ils ne le voyaient même plus. Ils aimaient Margot d'une manière qui consommait leur vision. Et ils m'aimaient d'une manière qui supposait que je serais toujours bien, toujours capable, toujours prête à me retirer. Ils m'aimaient comme on aime un mur, reconnaissant qu'il soit là, comptant sur sa force, mais ne pensant jamais à demander s'il était fatigué de tout soutenir. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à une pépinière à la périphérie de Beauregard et j'ai acheté 3 plantes, une petite fougère, un poteau dans un panier suspendu et un lys de la paix. Je les ai ramenées à la maison et les ai placées dans mon appartement. Une dans le salon, une dans la cuisine et une dans mon bureau. Le lys de la paix est allé dans le coin de mon bureau, à côté du moniteur, où il captait la lumière de l'après-midi de la fenêtre orientée ouest. C'était une petite chose vivante, et je me suis retrouvée à lui parler parfois, non pas d'une manière folle, mais de la manière dont on reconnaît un compagnon silencieux. Je lui racontais ma journée. Je lui racontais le projet. Je lui racontais la promotion qui allait arriver. Je lui ai dit une fois à propos de mes parents et à quel point c'était étrange de manquer des gens qui vous avaient blessé.
Comment le manque et la blessure pouvaient coexister dans le même souffle, emmêlés comme des racines dans une terre sombre. Le lys de la paix n'a pas répondu, bien sûr. Mais il était vert et il était vivant et il était à moi et c'était suffisant. La promotion est arrivée un mardi, exactement 5 semaines après mon départ de Valvert. Céleste a programmé un appel vidéo à 14h et Martin Dubois s'est brièvement joint au début pour annoncer la nouvelle lui-même. Il a dit, « Lucie, nous vous nommons analyste principal à compter de maintenant. Votre nouveau salaire sera de 108 000 € par an avec une structure de bonus de performance qui pourrait ajouter 10 à 15% supplémentaires. Vous avez gagné cela. » Je l'ai remercié. J'ai remercié Céleste. Je suis restée assise, les mains posées sur mon bureau et j'ai ressenti le poids de ces mots. Vous avez gagné cela. Pas votre famille mérite cela. Pas votre sœur a besoin de cela. Vous avez gagné cela. Après l'appel, je suis restée longtemps dans mon bureau. Regardant le lys de la paix, regardant mes certificats au mur, regardant la lumière de l'après-midi traversant la fenêtre, je me suis permis de me sentir fière. Cela peut sembler une petite chose, mais pour quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à minimiser ses propres réalisations pour éviter d'éclipser un frère ou une sœur perpétuellement en crise, la fierté était un acte révolutionnaire. Je n'ai parlé de la promotion à personne de ma famille. Ni ce jour-là, ni le lendemain, ni pendant des semaines. Je n'ai pas retenu l'information par dépit. Je l'ai retenue parce que je voulais la garder pour moi d'abord, la laisser exister dans un espace où elle ne serait pas immédiatement comparée à quelque chose que Margot faisait ou diminuée par un commentaire sur le fait que l'argent n'est pas tout ou redirigé vers une conversation sur la façon dont je devrais aider maintenant que je gagnais plus. J'avais appris au fil des décennies que partager de bonnes nouvelles avec ma famille, c'était comme tendre une bougie à quelqu'un et le regarder l'éteindre. Non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils ne pouvaient pas le voir comme ma lumière. Ils ne pouvaient le voir que comme une ressource. Les appels de mes parents avaient ralenti à ce moment-là, mais ne s'étaient pas arrêtés. Ils venaient tous les quelques jours maintenant, généralement de ma mère, et ils avaient pris une qualité lassée répétitive, comme un disque qui revient toujours au même sillon. Elle demanderait quand je rentrais à la maison. Je dirais que je ne rentrais pas à la maison. Elle dirait que j'étais têtue. Je dirais que j'étais honnête. Elle soupirait. La conversation se terminait. Nous étions enfermés dans une boucle. Chacune de nous attendant que l'autre cède et aucune de nous n'étant prête à plier. Je n'appréciais pas ces appels. Ils me vidaient d'une manière difficile à décrire. Une sorte de fatigue spirituelle, comme nager à contre-courant sans jamais s'arrêter. Mais je les prenais parce que je n'essayais pas d'effacer ma famille. J'essayais de changer les termes. La 6e semaine, quelque chose a changé. Mon père m'a appelé directement, ce qu'il n'avait pas fait depuis les premiers jours de mon départ. C'était un dimanche matin, et j'étais assise sur mon canapé à lire un roman, un rare plaisir pour quelqu'un qui passait habituellement ses week-ends à rattraper son travail. J'ai décroché, il a dit, Lucie, juste mon prénom. Pas de préambule, pas de demande, pas de sermon, juste Lucie. Prononcé d'une voix plus calme que ce à quoi j'étais habituée de sa part. J'ai dit, salut papa. Il est resté silencieux un instant et puis il a dit, ta mère ne va pas bien. Mon estomac s'est serré. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'elle ne dormait pas. Elle ne mangeait pas correctement. Elle avait commencé à voir une thérapeute, ce à quoi elle s'était toujours opposée. Il a dit qu'elle parlait de moi constamment, pas à la thérapeute, mais à lui la nuit dans le noir quand ils étaient au lit. Elle disait mon nom et puis elle pleurait. Il a dit, je n'appelle pas pour te faire culpabiliser. J'appelle parce que je pense que j'ai peut-être fait une erreur. J'ai tenu le téléphone et j'ai attendu. Je ne me suis pas précipitée pour le rassurer. Je n'ai pas dit ça va ou je te pardonne ou ne t'inquiète pas. J'ai juste attendu parce que j'avais passé 34 ans à combler les silences pour mon père, à terminer ses phrases émotionnelles, à aplanir son malaise, et j'en avais fini. Il devait dire ça lui-même, jusqu'au bout, sans que je l'aide à porter le poids de ses propres mots. Il s'est raclé la gorge, il a dit, je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit au dîner à propos du bureau. Je sais que ton travail compte. J'ai toujours su ça.
Je ne sais juste pas pourquoi je l'ai dit. Ta mère et moi, nous essayons d'aider Margot, et je pense que nous avons oublié qu'aider une fille ne devrait pas signifier blesser l'autre. Il a fait une pause. Sa respiration était irrégulière. Il a dit, je suis désolé, Lucie. Je suis vraiment désolé. Les excuses ont plané entre nous comme une chose vivante, fragile et tremblante, prenant ses premières respirations. Je ne leur ai pas fait entièrement confiance. Je ne pouvais pas, une seule excuse, aussi sincère soit-elle, n'annule pas une vie entière de schéma. Mais j'ai entendu quelque chose dans la voix de mon père que je n'avais jamais entendu auparavant. Une humilité, une véritable remise en question de son propre comportement, et c'était quelque chose que je pouvais retenir sans le rejeter. J'ai dit, merci d'avoir dit ça, papa. J'ai dit, je ne suis pas prête à revenir. Je ne sais pas si je reviendrai un jour à la maison, mais j'apprécie que tu m'aies appelé et j'apprécie les excuses. Il a dit, je comprends. Et puis avec une vulnérabilité qui a fêlé sa voix comme une branche sèche, il a dit, tu me manques, ma puce. J'ai dit, tu me manques aussi. Nous avons raccroché. J'ai posé le téléphone. J'ai repris mon roman. Je ne pouvais pas lire un seul mot. Les lettres se brouillaient sur la page. Et je suis restée là, le livre ouvert, fixant le vide, ressentant les séquelles compliquées d'un moment que j'avais attendu toute ma vie. Les jours suivants ont été étranges. Les excuses de mon père ont ouvert en moi quelque chose que je n'attendais pas. Pas le pardon, pas encore, mais une sorte de porosité, une volonté de ressentir la douleur sans m'en protéger. J'ai pensé à mon enfance. J'ai pensé à des moments précis que j'avais enfouis sous le sédiment des années. J'ai pensé à la fois où j'avais gagné le concours de mathématiques du département quand j'avais 15 ans et que mes parents étaient venus à la cérémonie, mais avaient passé la majeure partie de la soirée à parler aux parents de l'ami de Margot du prochain récital de danse de Margot. J'ai pensé à la fois où j'avais obtenu mon diplôme universitaire, avec mention très bien, et ma mère avait pris 3 photos de moi en toge et mortier, puis avait dit que nous devions nous dépêcher car Margot avait un rendez-vous chez le coiffeur à 16 heures. J'ai pensé à la fois où j'avais obtenu mon premier vrai emploi, le poste d'analyste chez Dubois et Associés, et j'avais appelé à la maison pour partager la nouvelle et mon père avait dit « C'est super, Lucie ». Du même ton monocorde qu'il utilisait quand je lui disais que la gouttière avait besoin d'être nettoyée. Ce n'étaient pas des trahisons dramatiques. Ce n'était pas le genre de blessure qui saigne de manière évidente. C'était celle qui s'infiltre lentement pendant des années jusqu'à ce qu'un jour vous baissiez les yeux et réalisiez que vous êtes dans une mare de votre propre estime de soi diminuée et que vous ne vous souvenez plus exactement quand la fuite a commencé. J'ai appelé une thérapeute. Elle s'appelait Dr Claire Dubois et elle exerçait dans un cabinet à Quimper, à environ 20 minutes de Beauregard, mais elle faisait aussi des séances vidéo. J'ai réservé mon premier rendez-vous pour le vendredi suivant. Je n'avais jamais fait de thérapie auparavant. Je m'étais toujours considérée comme trop fonctionnelle pour cela, une croyance que je reconnaissais maintenant comme à la fois arrogante et profondément mal informée. La première séance a duré 50 minutes, et j'ai passé presque tout ce temps à parler du dîner. Dr Dubois a écouté attentivement, a posé quelques questions, et à la fin a dit quelque chose qui a recadré toute mon expérience. Elle a dit, « Lucie, ce que j'entends n'est pas une histoire de pièces. C'est une histoire de visibilité. Vous avez grandi dans une famille où votre compétence était traitée comme acquise, ce qui signifiait qu'elle n'était jamais célébrée. Les difficultés de votre sœur étaient traitées comme des urgences, ce qui signifiait qu'elles obtenaient toujours de l'attention. Le bureau a été le point de rupture, mais la blessure est bien plus ancienne. » J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Elle avait raison, et la justesse de ses propos appuyait sur ma poitrine comme une main. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu Dr Dubois. Chaque vendredi, nous parlions des schémas, du rôle de l'enfant fonctionnel dans un système familial, de la façon dont mon identité de personne fiable était devenue une cage suffisamment confortable pour m'empêcher de remarquer les barreaux. Elle ne m'a pas dit de pardonner à mes parents. Elle ne m'a pas dit de couper les ponts. Elle m'a dit de m'écouter, d'honorer ce que je ressentais et de prendre des décisions à partir d'un lieu de clarté plutôt que d'obligation. C'était la permission la plus radicale que j'ai jamais reçue. Pendant ce temps, mon appartement de Beauregard devenait un foyer.
J'ai accroché des œuvres d'art au mur. Des gravures achetées à une artiste locale sur un marché de producteurs qui avait démarré début avril. J'ai préparé des repas qui étaient plus que fonctionnels. J'ai fait des pâtes fraîches un dimanche, un désastre joyeux, salissant et farineux qui a laissé ma cuisine comme si elle avait été frappée par une tempête de neige. Et je les ai mangées à ma table avec un verre de vin, sans les partager avec personne, et sans me sentir coupable de cela. J'ai recommencé à courir le matin, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université, et les routes autour de Beauregard étaient parfaites pour cela. Calmes et vallonnées et bordées de murs de pierre qui existaient depuis 200 ans. Je construisais une vie, et cette vie était la mienne, et le sentiment d'appartenance était total. 2 mois après mon déménagement à Beauregard, ma mère est venue me rendre visite. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas appelé à l'avance. Elle s'est simplement présentée un samedi matin à 9h15, debout sur le porche de la maison victorienne de la rue du Hameau des Bouleaux, vêtue d'un imperméable bleu et portant un sac en papier d'une boulangerie. J'ai su qu'elle était là parce que Doris Leblanc, ma propriétaire, qui vivait au rez-de-chaussée, m'a envoyé un SMS disant « Il y a une femme à la porte qui dit être votre mère. » Elle a apporté des muffins. Je suis restée dans ma cuisine et j'ai fixé le SMS pendant 30 secondes complètes. Puis je suis descendue et j'ai ouvert la porte d'entrée. Ma mère avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Cela ne faisait que 2 mois, mais la peau autour de ses yeux semblait plus fine, plus translucide, et ses cheveux, qu'elle avait toujours gardés soigneusement colorés, avaient un pouce de gris aux racines qu'elle n'avait pas pris la peine de couvrir. Elle m'a regardée, et son menton a tremblé. Et elle a tendu le sac de muffins comme une offrande, comme un drapeau blanc cuit dans une pâtisserie aux myrtilles. Elle a dit, j'ai conduit 4h30. J'ai dit, je sais. Elle a dit, puis-je entrer? J'ai dit, oui. Elle m'a suivi à l'étage jusqu'à mon appartement. Je l'ai regardé observer, le petit salon avec le canapé bleu et la table en chêne, la cuisine avec les comptoirs ébréchés et le poteau suspendu, le couloir qui menait à ma chambre et à mon bureau. Elle marchait lentement, touchant les choses légèrement, le dossier d'une chaise, le bord d'un rideau, le cadre d'une porte. Lorsqu'elle a atteint la porte de mon bureau, elle s'est arrêtée. Elle est restée dans l'embrasure de la porte et a regardé mon bureau, mes moniteurs, ma chaise, mes certificats au mur, le lys de la paix dans le coin du bureau. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit d'une voix si petite qu'elle m'a à peine atteinte, « Tu as construit ça toute seule ?» J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « C'est beau, Lucie. » Et puis elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissée pleurer. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. Je ne lui ai pas passé le bras autour du cou ni dit que tout allait bien. Je suis restée dans le couloir et je l'ai laissé vivre ses émotions parce que ses émotions étaient les siennes à porter, pas les miennes à gérer. Après quelques minutes, elle a essuyé ses yeux du revers de la main et s'est tournée vers moi. Elle a dit, « J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes. » J'ai hoché la tête. Elle est retournée au salon et s'est assise sur le canapé. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle. Elle a posé le sac de muffins sur la table entre nous, non ouvert. Elle a joint les mains sur ses genoux, a pris une inspiration et a commencé. Elle m'a dit qu'après mon départ, elle avait commencé à voir une thérapeute nommée Dr Anne-Marie Lefebvre à Rennes. Elle a dit qu'elle y était allée au début parce qu'elle ne dormait pas et que son médecin traitant le lui avait suggéré, mais que les séances étaient rapidement allées au-delà de l'insomnie, dans un territoire qu'elle n'avait pas anticipé. Elle a dit que Dr Lefebvre lui avait demandé de décrire sa relation avec chacune de ses filles et que lorsqu'elle avait décrit sa relation avec Margot, elle avait parlé pendant 20 minutes sans s'arrêter. Quand elle avait décrit sa relation avec moi, elle avait parlé moins de 3 minutes. Elle a dit que la thérapeute lui avait demandé pourquoi et qu'elle n'avait pas su quoi répondre. Elle a dit qu'elle était assise dans ce bureau et avait réalisé avec une horreur qui la rendait physiquement nauséeuse qu'elle avait passé 34 ans à se concentrer sur la fille qui luttait et à négliger la fille qui n'avait pas de problème. Elle a dit qu'elle s'était convaincue que ma compétence signifiait que je n'avais pas besoin d'elle, que mon indépendance signifiait que j'allais bien, que mon silence signifiait que je n'avais pas de douleur. Elle a dit qu'elle s'était trompée sur tout cela. Elle m'a dit qu'elle était rentrée chez elle après cette séance et avait sorti une boîte de vieilles photographies du grenier.
Elle s'était assise sur le sol de la chambre et les avait regardés pendant des heures. Elle a trouvé des photos de moi à ma remise de diplôme universitaire, seule en toge et mortier, souriante mais avec des yeux qui semblaient, a-t-elle dit, attendre que quelqu'un les remarque. Elle a trouvé des photos d'événements scolaires auxquels j'avais participé, des pièces de théâtre, des foires scientifiques et des cérémonies de remise de prix, et elle a réalisé que sur presque toutes, l'appareil photo avait été pointé sur Margot, qui était plus jeune et plus bruyante et faisait toujours quelque chose qui exigeait de l'attention, a-t-elle dit. Elle a compté les photos dans une boîte de plus de 300 photos de famille s'étendant de 1991 à 2015. J'apparaissais dans moins de 60. Margot apparaissait dans plus de 200. Elle a fait une pause ici. Elle a regardé le sac de muffins comme si elle avait oublié ce que c'était. Puis elle m'a regardé et a dit, « Je t'ai manqué, Lucie. Non pas parce que je ne t'aimais pas. Je t'ai aimé dès le moment où tu es née. Mais l'amour sans attention n'est qu'un mot. Et je t'ai donné le mot sans l'attention. Et j'ai donné l'attention à ta sœur sans lui apprendre à la gagner. Et je vous ai blessés toutes les deux de différentes manières. Et je suis tellement, tellement désolée. Je suis restée assise sur ma chaise et j'ai regardé ma mère et j'ai senti quelque chose de vaste et de compliqué me traverser. Un changement tectonique dans le paysage de notre relation que je pouvais ressentir mais ne pouvais pas encore cartographier. Ce n'était pas la même chose que les excuses de mon père qui avaient été brèves et émotionnelles et sincères mais simples. C'était quelque chose que ma mère avait atteint après des semaines d'auto-examen douloureux, par la thérapie, en étant assise sur le sol d'une chambre et en comptant des photographies et en faisant face à l'arithmétique de son propre favoritisme. Ce n'était pas une performance. C'était une prise de conscience. Je ne l'ai pas pardonné ce matin-là. Le pardon, j'avais appris de Dr Dubois, n'est pas un moment. C'est un processus. Un processus lent, inégal, non linéaire qui ne suit pas l'arc d'une histoire. Il se produit par morceaux, au fil du temps, en petits moments où l'on choisit de rester ouvert alors que chaque instinct vous dit de vous refermer. Mais ce que j'ai fait ce matin-là était quelque chose d'également important. J'ai choisi de l'écouter. J'ai choisi de croire que sa douleur était sincère. J'ai choisi de laisser la porte de moi-même légèrement entr'ouverte, pas grande ouverte, pas jetée en arrière sur ses gonds, mais assez fissurée pour que la lumière et l'air puissent passer entre nous. J'ai dit, merci de m'avoir dit cela, maman. J'ai dit, je vous entends et je vous crois. J'ai dit, mais j'ai besoin que vous compreniez qu'entendre ne signifie pas que tout est réparé. Je ne reviens pas. Je ne renonce pas à ce que j'ai construit ici. Et j'ai besoin que vous et papa cessiez de traiter mon départ comme une crise et commenciez à le traiter comme une décision. Elle a hoché la tête. Elle a dit, je sais. Elle a dit, puis-je vous voir parfois ici, à vos conditions? J'ai dit, oui, à mes conditions. Nous avons mangé les muffins. Ils étaient aux myrtilles, encore légèrement chauds de la boulangerie. Nous nous sommes assises dans mon salon et les avons mangés sur des serviettes en papier. Et ma mère m'a interrogée sur mon appartement, sur mon travail, sur la ville. Je lui ai parlé du bureau debout et de la promotion et du marché de producteurs et des itinéraires de courses. Je lui ai parlé de Dr Dubois. Elle a dit qu'elle était contente que je voie quelqu'un. J'ai dit que j'étais contente qu'elle aussi. Ce ne fut pas une visite parfaite. Il y eut des silences douloureux. Il y eut des moments où je la voyais vouloir dire quelque chose de plus, vouloir traverser l'espace entre nous et me ramener à la version de notre famille qui avait existé avant le 14 mars. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est retenue et j'ai respecté cette retenue parce que la retenue était nouvelle pour elle et les choses nouvelles méritent d'être reconnues. Elle est partie à midi et je l'ai raccompagnée jusqu'au porche. Nous nous sommes serrés fort. Quand elle s'est reculée, ses yeux étaient humides, mais elle a souri avec tristesse et espoir. Elle a dit qu'elle m'aimait. J'ai dit que je l'aimais aussi. Elle est partie en voiture et je l'ai regardée disparaître au coin de la route. Je suis allée à mon bureau et j'ai touché la feuille vert pâle du lys de la paix. La croissance ressemble exactement à ça, lente et tendant vers la lumière. L'été est arrivé et mon appartement s'est transformé d'un refuge en une véritable maison. Un refuge sert à fuir. Une maison sert à rester immobile.
La promotion a apporté un travail complexe à travers 12 établissements dans 4 régions. J'ai dirigé 3 jeunes analystes et j'ai découvert que mon leadership calme et constant était ma force. Céleste a confirmé que l'équipe appréciait mon style de gestion stable. Je me suis enfin permis d'accepter que la stabilité était précieuse. Ma sœur a commencé à appeler chaque semaine. Au début, les conversations étaient prudentes, mais elles sont vite devenues chaleureuses. Elle a parlé de son entreprise de bougies qu'elle gérait depuis la chambre d'amis. Le revenu est resté modeste. Pourtant, elle a gagné chaque euro sans l'aide de nos parents. J'ai ressenti une fierté sincère, sachant que le succès né de l'effort ne crée jamais de ressentiment. Elle a également commencé une thérapie avec Dr Céline Rousseau. Elle a avoué avoir développé une impuissance apprise parce que la famille la récompensait. Elle apprenait à se reprendre en main. Son honnêteté a prouvé que la croissance était réelle. Le contact avec les parents est devenu mesuré. La mère appelait à l'avance avant de venir, partageant de petits détails sur le jardin. Le père téléphonait tous les dimanches. Les conversations restaient brèves mais directes. Il écoutait mes réponses sur ma carrière et discutait de ses lectures. Il n'a jamais demandé un retour à l'ancienne maison. Il a accepté la nouvelle géographie. Nous avons toujours fait face à des moments difficiles. En juin, la mère m'a demandé si je regrettais d'avoir choisi de partir. J'ai entendu l'espoir caché d'une réponse différente, mais j'ai simplement dit la vérité. J'ai laissé le lourd silence s'installer. Au lieu de l'adoucir pour le confort, j'ai choisi d'honorer la réalité plutôt que de gérer les émotions. En juillet, ma sœur a cherché des conseils sur un ancien partenaire. L'ancienne envie de résoudre le problème est apparue, mais j'ai identifié le sentiment et j'ai refusé. Je lui ai dit de travailler sur sa confusion avec sa thérapeute. Elle a accepté et le ciel n'est pas tombé. En août, j'ai organisé un dîner dans l'appartement pour ma sœur et ma tante. J'ai cuisiné un poulet rôti et je l'ai servi à table. C'était ma famille choisie. La conversation a tourné autour de ma grand-mère et de ma mère qui se sont toutes deux sacrifiées pour maintenir la paix. Ma tante a appelé cela une course où personne ne veut le témoin. Ma sœur et moi avons partagé une compréhension silencieuse que nous apprenions à démanteler ce cycle hérité. Plus tard, ma sœur a admis qu'elle n'était plus la personne qui ignorait l'espace de travail. J'ai admis que je n'étais plus la personne qui l'acceptait silencieusement. Au début du printemps 2026, j'habitais à Beauregard depuis plus d'1 an. Le bureau contenait un bureau debout, des certifications, une lettre de promotion et un lys de la paix florissant. Le projet hospitalier avait permis au réseau d'économiser 3,7 millions d'euros. Le client m'a demandé comme chef de projet continu. J'ai reçu un bonus de fin d'année de 16 500 €. J'ai remboursé mes dettes de déménagement, constitué un fonds d'urgence et contribué à ma retraite. J'ai 35 ans, je suis entièrement indépendante et sûre de ma carrière où mes contributions sont visibles. L'entreprise de bougies s'est étendue aux boutiques en gros. Ma sœur a emménagé dans un appartement privé à Nantes. Elle m'a dit qu'elle appréciait enfin d'être seule dans une cuisine qui n'appartenait qu'à elle. J'ai parfaitement compris ce sentiment. Nous nous rencontrons tous les mois maintenant. Le lien est honnête et clair. Nous reconnaissons le passé sans l'excuser, choisissant un avenir volontaire ensemble. Les parents continuent de changer lentement. La mère suit une thérapie avec Dr Anne-Marie Lefebvre et envoie de brèves notes qui ne demandent rien. Le père est un professeur d'histoire à la retraite de 67 ans. Il apprend la responsabilité. Il écoute davantage maintenant et m'a récemment dit qu'il respectait la complexité du travail financier. La validation tranquille s'est posée dans ma poitrine comme une pierre chaude. J'ai visité ma ville natale en décembre pour la première fois depuis mon départ. J'ai apporté des bougies de la boutique de ma sœur. La maison avait l'air familière, mais je me sentais entièrement changée. Le père avait laissé l'ancienne pièce vide, à l'exception d'un fauteuil de lecture. Il l'a gardée vacante en reconnaissance des événements. Nous avons mangé le rôti de bœuf ensemble avec une gentillesse délibérée. Personne n'a exigé que je me réduise. Personne n'a ignoré le travail. Nous avons simplement existé ensemble.
En faisant la vaisselle après, la mère a admis qu'elle avait toujours supposé que je possédais une indépendance complète. Elle a réalisé qu'elle s'était trompée et a avoué que j'avais aussi besoin d'elle. Nous sommes restées silencieuses, puis nous nous sommes embrassées à travers les années d'incompréhension. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début. Je suis rentrée chez moi dans l'obscurité, sachant que les débuts suffisent. L'appartement m'attendait dans une chaleur tranquille. J'ai regardé la vie que j'avais construite et j'ai ressenti quelque chose entre la joie et la paix. C'était exactement comme une arrivée. J'ai 35 ans. Je vis seule dans un appartement d'une chambre à Beauregard, en Bretagne, dans une rue appelée rue du Hameau des Bouleaux. Je travaille comme analyste principal chez Dubois et Associés. J'ai un bureau debout et un lys de la paix et une sœur qui apprend à se reprendre en main et des parents qui apprennent à me voir. J'ai des limites que j'ai construites de mes propres mains et défendues de ma propre voix et que personne, peu importe à quel point je les aime, n'est autorisé à démanteler. Je ne suis pas en colère contre ma famille. Je ne suis pas séparée de ma famille. Je suis en relation avec ma famille selon les termes que j'ai choisis, d'une manière qui honore à la fois mon amour pour eux et mon amour pour moi-même. Ces deux amours n'ont pas à se concurrencer. Ils peuvent coexister. Ils peuvent même, avec suffisamment de soin et de temps et de volonté de s'asseoir dans l'inconfort du changement, se renforcer mutuellement. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, si vous avez été la personne fiable, la personne silencieuse, celle dont la compétence a été prise pour de l'invulnérabilité. Si on vous a dit que vos besoins étaient négociables alors que ceux de quelqu'un d'autre étaient urgents. Si vous avez déjà été assise à une table et avez entendu quelqu'un que vous aimez vous dire que ce que vous avez construit n'a pas d'importance, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous êtes autorisé à partir. Vous êtes autorisé à vous protéger. Vous êtes autorisé à construire une pièce à vous et à la remplir de votre travail et de votre lumière et de votre lys de la paix et à en verrouiller la porte. Partir n'est pas égoïste. Ce n'est pas puéril. Ce n'est pas dramatique. C'est la chose la plus courageuse, la plus silencieuse et la plus nécessaire que vous puissiez jamais faire. Et de l'autre côté de cette porte, il y a une vie qui vous attend. Une vie qui est la vôtre, complètement, entièrement et incontestablement la vôtre.